en juillet prochain à Tokyo, au Japon, après l'avoir emporté à la phase de qualification à Dakar, au Sénégal. Sakobi Marcella et Yumba Thérèse, deux championnes congolaises. Elles ont aussi présenté leur ceinture au président de la République. Ces deux jeunes filles sont des demi-finalistes de Jeux de qualification de Dakar. Un motif de fierté manifesté par le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyolo. Et aujourd'hui, au niveau de la WC, nous sommes champions du monde numéro 1 avec Junior Makabou. Et il y a Bakole aussi sur le plan international continental, Bakole, qui est aussi champion international WC. Il y a aussi, comme vous venez de voir, au niveau de l'Afrique aussi, on a raflé presque 3 ceintures. Donc tout va bien, c'est d'ici rien qu'on met dans le travail. C'est ainsi que l'occasion que je rappelle à tous les boxeurs de ne pas suivre tous ces gens qui sont en train de les induire en erreur avec des ceintures qui n'ont pas de nom, avec des ceci. C'est mieux de suivre notre voie de la fédération pour que nous puissions faire de bons champions. Et bientôt, comme on vient de vous le dire, on aura l'Académie Makabou ici. Nous venons de remporter, nous venons de gagner quelque chose de grand chez le chef de l'État pour l'Académie Fondation Makabou ici qui va accompagner la fédération pour encadrer les boxeurs dans notre République démocratique du Congo. Le combat organisé à Kinshasa le 19 décembre dernier a permis à Junior Ilunga Makabou de conserver sa ceinture obtenue lors de sa victoire le 31 janvier 2020 face au Polonais Michal Cieslak, en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu soutenir le champion congolais. Le coronavirus, on en parle encore, surtout avec cette deuxième vague signalée à travers la République. À l'Assemblée nationale, des nouvelles restrictions sont prises. Le bureau d'âge en a évoqué avec les services techniques médicaux de la Chambre basse et la commission Covid-19. Les prochaines plénières à l'Assemblée nationale devront absolument tenir compte des luttes contre le coronavirus. L'activité parlementaire devra se poursuivre dans le strict respect de la distanciation sociale, une des mesures phares de cette lutte. Le bureau d'âge que dirige le président Christophe Mbosoko Diapwanga a reçu la commission Covid-19 de la Chambre basse du Parlement pour des modalités pratiques en termes de lutte. Il a été question également de voir et de passer en revue les mesures de prise en charge parce qu'il ne suffit pas de connaître son statut, mais il faut également savoir si on peut être pris en charge pour être protégé, pour guérir justement de cette pandémie de la Covid-19. Mais le président du bureau d'âge a également insisté sur la réactivation de la commission Covid afin que nous puissions voir avec le gouvernement quelles sont les mesures qui sont en train d'être prises. Parce qu'en tant que président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, il ne peut pas s'occuper seulement des députés et des administratifs de l'Assemblée nationale, mais aussi et surtout de la population congolaise, étant donné que cette commission a eu à travailler avec le gouvernement pour vérifier, faire le contrôle, le suivi et faire des recommandations au gouvernement par rapport à la protection de notre population. Les non-élus ne pourront pas avoir accès à la salle, à part peut-être les administratifs tels que ceux qui s'occupent de la direction des séances, de protocole. La presse, je pense qu'il y aura des places qui leur seront réservées, uniquement peut-être ceux qui doivent tenir les caméras qui seront en bas. Mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, plus que jamais, notre peuple a besoin de savoir ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc il y aura, selon les propositions du président du bureau d'âge, il faudrait à ce moment-là voir avec la RTNC pour voir si toutes nos séances peuvent être diffusées soit en direct, soit en différé, mais de manière intégrale, afin que tout le monde sache qu'en restant à la maison, il peut suivre ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Au cours de la même réunion, le président du bureau d'âge a aussi échangé avec les services techniques médicaux de l'administration de l'Assemblée nationale pour contrer cette deuxième vague de Covid-19. Côté de la Chambre haute du Parlement, le bureau vient de saisir le vice-premier ministre et ministre de la Justice pour protester aussi, demander les dispositions pouvant garantir aux questeurs du Sénat la pleine jouissance de ses droits et libertés. Les rapporteurs du Sénat l'expriment dans la conférence de presse qu'ils venaient d'organiser.
Ces premiers points de presse du rapporteur du Sénat, professeur Kaumba, étaient une opportunité pour inviter les journalistes à scruter la marche de toutes les institutions de la République, actuellement objet de secousses. Pour le rapporteur de la Chambre haute du Parlement, ces vents met en péril la cohésion, la réconciliation et la foi en l'avenir qui a marqué 2019 et a abouti à la passation civilisée et pacifique du pouvoir au sommet de l'État. Ces secousses n'a pas épargné le Sénat, la Chambre haute du Parlement, où le questeur du Sénat, Éric Roubouillet, est victime des allégations et aussi d'une tentative d'enlèvement. Le rapporteur du Sénat a éclairé l'opinion à ce sujet. Au niveau de la Chambre haute, l'année 2021 semble démarrer sous le signe de la dispute. Des démons provenant, nous savons d'où, sont venus distiller le poison de la discorde en portant des allégations contre l'honorable questeur du Sénat, sur qui ils aimeraient jeter l'opprobre d'une tentative d'éviction de l'honorable premier vice-président du Sénat. Un procès d'intention a été engagé et des faits pourtant normaux de paiement des tranches d'émoluments aux sénateurs ont été montés en épingle pour justifier des accusations de corruption. L'argent dont question provient pourtant du Trésor public et il a été versé au Sénat depuis le 30 décembre 2020. Tous les sénateurs étaient au courant des modalités de paiement de cette première tranche de leurs émoluments, car ils l'avaient régulièrement approuvé lors d'une séance plénière tenue en décembre 2020. Formuler des allégations si graves contre l'honorable questeur en lui attribuant des actes de corruption et de déstabilisation contre l'honorable premier vice-président, c'est particulièrement inquiétant. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est la survenue des faits attentatoires aux droits et libertés de l'honorable questeur. En effet, dans la soirée du mardi 5 décembre 2021, une escouade d'hommes porteurs d'armes de guerre et d'uniformes des forces de défense et de sécurité ont tenté de l'enlever de sa résidence. Et comme si cela ne suffisait pas, les policiers sont venus retirer une partie de sa garde, pourtant régulièrement commise à sa protection. Ces hommes ne disposaient d'aucun mandat de justice, mais prétendaient venir lutter contre le blanchiment d'argent. Face à cette situation, le bureau du Sénat a saisi le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité et le ministre de la Justice pour exprimer son indignation et pour demander de prendre des dispositions pour garantir la sécurité du questeur du Sénat. Alors que le Sénat s'apprête à convoquer une session extraordinaire sur demande du chef de l'État, les appels anonymes sont adressés aux sénateurs pour les intimider, a dit le professeur Kaumba. Les du bureau du Sénat et que le pays aille de l'avant dans la paix, l'ordre et la consolidation de la démocratie. Le marché pirate qui a été créé au niveau de rond-point Willery persiste sans inquiéter les autorités de la ville. Sa présence était justifiée par la fermeture du marché central. Ce marché pirate a-t-il encore sa raison d'être pendant que les activités ont repris au grand marché de la ville de Kinshasa? C'est la grande question que Mireille Ndeke se pose dans son reportage, surtout que les vendeurs courent plusieurs dangers. L'environnement économique de la ville de Kinshasa est caractérisé par la prolifération de marchés pirates qui, dans la plupart des cas, s'installent le long de principales artères de la capitale. Le tout se passe alors qu'il existe une mesure édictée par l'État qui porte sur leur interdiction. À titre d'illustration, les commerçants occupent le rond-point Willery sans être inquiétés après la fermeture du grand marché pendant la période du confinement de la Goumbé. Pourtant, un constat malheureux s'impose et malgré eux, ces vendeurs se disent obligés d'y rester pour se conformer à l'obligation de survie de leur ménage. Une autre raison évoquée, c'est les conditions insalubres du grand marché qui ne leur permettent pas d'y retourner et certains ont perdu d'ailleurs leur étalage. Lorsqu'on a fermé le marché lors du confinement, nous étions obligés de chercher comment nourrir nos enfants. Nous sommes venus nous installer ici.
Du côté du marché central, les syndicalistes qui assument les affaires courantes ne savent pas prendre des décisions efficaces suite à l'absence du comité de gestion du marché. Ils sollicitent les autorités à remédier à la situation pour le bon fonctionnement du marché. Le marché jusqu'à ce jour, c'est rempli de vendeurs. Ceux qui sont partis, ils sont en train de rentrer chaque jour. Il y a des vendeurs qui entrent au marché central. Donc les mamans-là, s'ils ont leur place au marché central, leur table d'étalage, n'empêche qu'ils reviennent. Nous déplorons simplement la non-assistance de l'autorité urbaine. Jusque-là, le marché ne fonctionne pas. Nous ne savons pas des raisons pour lesquelles l'administration n'est pas ouverte. C'est à l'autorité urbaine seule de savoir comment il peut nommer ses administrateurs. Ce n'est pas nous les syndicats de le faire. Entre-temps, le marché pirate du rond-point Ouleri persiste. Sans les installations hygiéniques, il y a lieu de se poser la question de savoir comment les commerçants procèdent à cas de besoin. Nous allons aux parcelles environnantes moyennant une somme de 200 francs. Moi, je veux le faire chez une amie. Nous avons fait notre devoir de vous informer, à charge maintenant des autorités compétentes de prendre leurs responsabilités. Ces genres de marchés, on en trouve un peu partout dans la capitale. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 6, tronçon Gemena-Zongo à Kula-Libenge, évoluent bien. Des précisions dans ces reportages. Dans la province de Bangui, la route nationale numéro 6, la RN6, Akula-Gemena-Boya-Buzongo, avait été réhabilitée dans le cadre du programme gouvernemental dénommé ProRoute, avec le financement de la Banque mondiale. Aujourd'hui, cette route-là est en proie à une dégradation. Voilà pourquoi, dans le cadre du programme d'entretien routier 2020, ce tronçon, long de 291 km, va être entretenu de manière ponctuelle sur 50 km par l'Office des routes, cette structure pérenne de l'État, dont l'efficacité et l'expertise ne sont pas à démontrer. La cérémonie de lancement des 10 travaux était présidée par le ministre provincial en charge des ITPR, Nico Motongo, en présence des membres du comité provincial de sécurité et de tout le staff de l'Office de route Sud Bangui, sous la direction de l'ingénieur Didi Zouzi Kitukila, qui a saisi l'occasion pour définir la nature des travaux. Même exercice dans la province du Maniema, où la direction provinciale de l'Office des routes s'emploie dans l'entretien et la réhabilitation des ponts pour les maintenir intacts, surtout en cette période de fortes pluies. C'est dans le cadre du programme d'entretien routier 2020 que la direction provinciale de l'Office de route Maniema, sous le leadership de son directeur général Herman Moutima Sakrini, a lancé les travaux sur la nationale numéro 31 à partir de Kassongo, afin de relier les 9 axes pour atteindre Kindu, chef-lieu de cette province. Financés par le Fonds national d'entretien routier, ces travaux consistent aux suppressions des bourbiers, l'élargissement de la chaussée ainsi que d'autres travaux connexes. Les travaux consisteront au bouchage des bourbiers, et l'élargissement de la chaussée. Parce que la route, comme ça se trouve là-bas, il a une largeur de 7 mètres. Nous devons la mener à 9 mètres. Et ouvrir les saignées d'évacuation des eaux, ainsi que les reprofilages avec apport de matériaux. Il faut signaler également que l'Office de route Maniema a réhabilité 3 ponts sur cette route nationale 31, notamment le pont Kilumbwe, le pont Kaliba et le pont Lumuna. Bientôt la reprise des cours télévisés. Les ministres d'État en charge de l'enseignement primaire et son collègue de médias ont tenu une réunion pour impliquer la télévision publique. Dans un contexte de recrudescence des cas de Covid-19 qui a poussé le ministère de l'EPST à ajourner la reprise des cours après les festivités de fin d'année, Willy Bakonga ne veut absolument pas que l'enseignement s'arrête. Autour de lui, avec le vice-ministre Didier Boudimbo, ce mercredi 6 janvier, les chefs des services, des directeurs du ministère ainsi que les provèdes pour réfléchir sur les options à prendre à court, moyen et long terme afin de poursuivre les enseignements même si les élèves se trouvent à la maison. Plusieurs propositions ont été faites et ont presque convergé pour la plupart vers la consolidation, sinon le renforcement de l'enseignement à distance expérimenté pendant la première vague de la Covid
sous format audiovisuel via diverses plateformes et canaux de diffusion. Mais le ministère de l'EPST veut encore aller plus loin et envisage l'institutionnalisation de cette méthode qui a fait ses preuves sous d'autres cieux. Et son Excellence, Monsieur le ministre d'État, au regard de la situation d'urgence, a réuni tout un parterre des cadres du ministère de l'EPST pour réfléchir sur l'institutionnalisation de la formation à distance de nos enfants. Ce qui a été décidé, c'est de voir se mettre en place le cadre institutionnel de la formation continue, formation à distance des élèves. Il a été décidé également qu'un plan directeur soit mis en place pour que cela s'organise de manière coordonnée à tous les différents niveaux que j'ai cités ici, national, provincial et local. Et donc les équipes seront mises en place selon qu'il y aura des spécialistes en pédagogie et il y aura également des spécialistes en communication. Parce qu'il est à savoir que les matières doivent être préparées. Au-delà d'être préparées, ces matières doivent être numérisées. Et ces matières qui sont préparées, numérisées, doivent être validées et diffusées. Les partenaires éducatifs seront aussi associés à cette démarche qui devra faire l'appel à des nouvelles ressources humaines et financières pour appuyer le gouvernement dans cette tâche qui s'annonce ardue du point de vue financier. De ce mercredi, des équipes ont été constituées pour élaborer un plan directeur censé guider les actions à venir dans une approche participative et dans l'urgence. Vous venez là de suivre les échanges entre les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Willy Bakonga, avec les chefs des divisions urbaines de ces secteurs. À présent, suivant cet échange entre les ministres d'État, Willy Bakonga et les ministres des médias, c'était autour de la reprise des cours télévisés et qui seront particulièrement diffusés sur la RTNC. Pas de reprise de cours pendant un moment en République démocratique du Congo pour les élèves de primaire et secondaire. Ainsi en a décidé le comité multisectoriel des ripostes contre la Covid-19. Le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Wilma, s'est rendu au cabinet du ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolinet Diwan Professeur Makelele, afin de réfléchir comment occuper les enfants de la RDC pendant cette période de la deuxième vague du coronavirus, afin que le calendrier scolaire ne souffre pas. Les deux membres du gouvernement se sont mis d'accord pour que la télévision nationale soit mise à contribution avec les classes télévisées. On ne refuse pas que les enfants reprennent le chemin de l'école. Mais quand les indicateurs, quand les paramètres, n'est-ce pas, de la santé nous montrent qu'on ne peut pas oser, on ne peut pas prendre ces risques-là d'exposer nos enfants à la maladie, nous ne pouvons pas suivre ce que les parents disent. Nous ne pouvons pas faire des choses dans la précipitation puisqu'on veut étudier. C'est vrai qu'après 2 semaines, on va retourner à la cellule de riposte, à l'INRB, pour faire l'évaluation et on verra si les indicateurs sont bons. Donc nous allons reprendre les cours, mais aujourd'hui, il faudrait absolument que nous mettions les enfants à l'abri, n'est-ce pas, de ces dangers qui nous guettent, et nous ne pouvons pas accepter qu'un seul enfant soit contaminé. La Radio-Télévision nationale congolaise, et qui a parmi ses missions justement d'aider le gouvernement à faire en sorte que toutes les missions des services publics puissent être remplies en l'espèce et diffusées à travers tout le reste du pays et même ailleurs. Et c'est donc le sens de la démarche de mon collègue ministre de l'EPST. Et donc il est un devoir impérieux de l'État d'aider à ce que les enfants qui vont rester à la maison pendant cette période ne puissent pas manquer de l'éducation à laquelle ils ont droit. Ils ne se payent pas. Ce savoir-là, il est un savoir gratuit puisque l'enseignement est public, la télévision est publique, donc nous devons combiner ce caractère public dans l'intérêt bien compris de nos enfants. Avant de se dire au revoir, le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, en a profité pour remettre à son collègue de l'EPST les différents supports de sensibilisation contre la Covid-19 produits par son cabinet.
Lors de son séjour dans les Hauts-Katanga, le ministre des Mines a visité l'usine de production de cuivre dans cette partie du pays. Le ministre de Mines, le professeur Willy Kitobo Samsoni, a profité de sa mission dans le Haut-Katanga et au Lualaba pour visiter premièrement la nouvelle usine métallurgique de la société Somika et l'usine acide construite dans son territoire de Kipushi, précisément dans la chefferie de Kaponda, à côté de la mine de Lupoto. Une mine en exploitation en partenariat entre Somika et la Gécamine. Deuxièmement, le ministre est allé visiter les installations situées à 1200 et 1250 mètres de la mine de Kipushi, la plus profonde du pays, dont la profondeur atteinte aujourd'hui est de 1300 mètres. Cette mine est en rénovation par la société Kiko, qui est en partenariat avec la Gécamine. Récupérer la mine de Kipushi, c'était un travail qui demandait beaucoup d'efforts. Et après ce travail-là, les gens attendent que la mine commence la production. Après avoir reçu toutes les explications sur le processus et des éclaircissements sur les questions qu'il a posées, le ministre de Mines est parti satisfait du travail abattu par ces deux sociétés dans les secteurs de mines pour valoriser deux grands gisements des cuivres de Kipushi et faire profiter ainsi les richesses de cette exploitation au pays, à la province du Haut-Katanga, aux entités territoriales décentralisées et aux communautés locales impactées par les deux projets miniers. La société est en train d'aider ce que notre pays cherche, c'est la transformation sur place. Et plus on transforme sur place, on a beaucoup plus de recettes. Et plus on transforme sur place, on a plus de sous-traitance, on a plus de gens engagés. Restons toujours dans le Haut-Katanga pour cette fois-ci, cette visite effectuée par le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité dans certaines installations en pleine modernisation. Cette visite d'inspection a démarré au quartier Triangle dans la commune annexe de Lubumbashi, accompagné du directeur provincial de la régie des eaux, Ignace Ilunga Kaboulou. Le vice-ministre Papi Punguluamba est allé constater les érosions qui menacent l'une des grandes conduites de Kimilolo qui achemine l'eau de la station de pompage jusqu'au réservoir du quartier Somika. Avec les autorités provinciales, nous avons d'accord trouver des solutions dans l'immédiat. Parce que si cette conduite est endommagée, c'est plus ou moins un tiers de la ville de Lubumbashi qui n'aura pas d'eau. Homme du terrain, le numéro 2 des ressources hydrauliques et électricité est allé également s'enquérir de l'évolution des travaux de modernisation du réservoir de tabac Congo d'une Kapachi. La tournée s'est bouclée dans le quartier Ewabora. Sur place, le membre du gouvernement central a également jeté un coup d'œil à un nouveau château de 200 mètres cubes alimenté par la station de Loanon. Le réservoir est déjà en période d'essai. J'en profite de l'occasion pour demander le comportement citoyen au niveau de la population pour accompagner les efforts qui sont faits. C'est-à-dire en payant ces factures, en protégeant les équipements. Je vois finalement la majorité des périmètres du domaine de la région des eaux est envahie par des inciviques. Je remercie les directeurs provinciaux par rapport aux efforts qui sont faits. Il s'est de noter que ce projet d'alimentation d'eau en milieu urbain PMI, financé par la Banque mondiale, est exécuté par une entreprise partenaire à la régie des eaux. Pendant ces temps à Kinshasa, le ministre des Affaires foncières vient de restituer le site Cardinal Etchou qui a été spolié. 14 ans après sa disparition, le cardinal Etchou reste dans nos mémoires. L'Association pour le développement à SODEV, dirigée par M. l'abbé Bagaza, l'a immortalisé dans un site pour construction de logements sociaux, situé dans la commune de Kimbatseke. C'est une manière de perpétuer ses œuvres. Seulement voilà, ce terrain est spolié et occupé par des personnes disposant de titres de propriétés illégaux. Le comité de gestion de la SODEV, conduit par le sénateur Valentin Guirigo, a saisi le ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo, pour jouir pleinement de leur espace en tant que vrais propriétaires. Il s'est fait malheureusement que sur la même étendue, nous nous retrouvons avec des anarchistes qui, par des moyens frauduleux, obtiennent quand même des titres. Et ce qui fait qu'il y a deux titres qui courent ensemble, les titres réguliers et les titres irréguliers. Et comme c'est le ministre du domaine, il va nous aider à supprimer les titres irréguliers et à rétablir les titres officiels. Et nous avons trouvé une oreille attentive et nous sommes très
satisfaits et rassurés en quittant ici. Chrétien catholique avéré et pratiquant, Aimé Sakombi Molondo, ministre des Affaires foncières, fils de l'Église, s'est engagé non seulement à remettre la SODEF dans ce droit, mais aussi sanctionner les occupants véreux. Le faire, c'est honorer la mémoire de feu éminence de cardinal Echao, décédé le 6 janvier 2007. Ils sont tous artistes réunis dans la structure appelée la Révolution culturelle. Ils sont venus frapper à la porte du directeur général Ernest Kabila Ilunga pour solliciter l'accompagnement de la chaîne publique. 2 heures ont suffi au directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga, pour s'imprégner de préoccupations des artistes, toutes disciplines confondues, regroupés au sein de l'association dénommée Révolution culturelle. En fait, la plateforme Révolution culturelle voudrait que la RTNC accompagne les artistes dans la promotion de leurs œuvres, et de leur carrière et de leur personne. C'est tout à fait normal parce que, vous savez, la télévision a 3 missions. Informer, former, c'est-à-dire éduquer, et divertir. Et vous savez que les émissions de divertissement sont parmi les programmes les plus suivis par les téléspectateurs. Aujourd'hui, la RTNC n'a comme véritable mission de promotion des artistes musiciens de leurs œuvres que Caribou Variété. Le tout tient à leur souci de bénéficier de l'accompagnement soutenu de la chaîne publique. Nous sommes abandonnés, nous sommes dévoués à notre triste sort. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que certaines pratiques illicites soient éradiquées. Il y a d'autres émissions qui faisaient la fierté de la musique congolaise ou de l'art congolaise. Ces émissions ne font plus partie de la RTNC. Ce sont des désarrois. Ça nous fait très mal. Il faut quand même que la RTNC parvienne à reprendre sa culture, à reprendre ses habitudes. On a perdu beaucoup d'émissions telles que les Barzars, on a perdu les émissions telles que les Vedettes en herbe, les variétés samedi soir. Ça faisait, parce que la RTNC c'est le miroir de la RDC. À travers ces émissions, parce qu'on a toujours dit la culture est le socle de tout un pays ou de toute une nation. Donc nous voulons à ce que ces émissions-là réapparaissent. Compte tenu de l'attention que le staff dirigeant a réservé à leur démarche, les membres de cette structure se sentent en droit d'être assurés quant à leur visibilité. Le comportement, l'attitude du DG était vraiment à la hauteur. Nous l'avions beaucoup apprécié. C'est un type d'abord, il est humble. Son humilité nous a émus. Les numéros 1 de la RTNC associés à cette rencontre, le DGIA et Freddy Moulumba, le directeur chargé de la production TV, Oscar Kabamba, et les 2 principaux animateurs des émissions musicales, à savoir Mami Ilela et Dieudonné Yangumba. Quelques actions de développement étaient posées à Rutshuru, suivant-les en images. L'année 2020, une année qui n'aura laissé personne indifférent. Une année qui a mis toute l'humanité à genoux. Heureusement que la terre est remplie de personnalités de bienfaisance. La fondation Magirwa Kabouba Fomar en sigle, qui a été au front pour tendre la main aux nécessiteux. L'ASBL Fomar, loin d'être un père qui donne du poisson, c'est aussi un père qui apprend à pêcher. Beaucoup d'actions ont été menées pour lutter contre la faim, mais aussi pour une prise en charge responsable en cas de maladie. Pour ce faire, la Caisse solidaire et les programmes dénommés SAP a été encouragé par l'honorable Magirwa Kabouba, l'initiatrice de la fondation. À propos de la Caisse de la solidarité, nous allons faire en sorte que cette caisse puisse aider nos frères et nos sœurs qui ont beaucoup de problèmes. Nous allons y mettre pour que tout le monde trouve son compte. Pour lutter contre l'insécurité qui sévit dans l'est de la RDC, elle a notamment soutenu et lancé la campagne Zéro Kidnapping dans son Rutshuru natal. Objectif yetu kidnapping zéro. Objectif yetu ni nini? Kidnapping zéro. Kidnapping zéro. Le centre de formation a été mis en place pour pallier aux problèmes liés au chômage. Tout en sachant que l'entrepreneuriat reste le levier incontournable pour augmenter les niveaux de vie de la population de la RDC. Les pourquoi de l'implication de la Fondation dans l'agriculture. Pour commencer l'année 2021 en toute beauté, quoi de plus normal de partager avec l'association de personnes de 3e âge pour mieux faire la fête de la viande et de la farine a rendu possible la fête du 1er janvier 2021.
malgré la crise qui sévit dans le pays. Que dire de plus? Les actions de la Fondation Magui Rwakabuba est loin de s'arrêter là. Suivre là les actions posées par Magui Rwakabuba, présidente de la fondation qui porte son nom. Une messe d'action de grâce a été dite en mémoire de Monseigneur Songa Songa. De ces reportages nous en dit plus. Au cours de cette messe de suffrage, l'officiant du jour, l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa, Tchomba, a exhorté sur le talent que Dieu donne à chacun de nous pendant notre séjour sur terre. Mandaté par les cardinals pour dire cette messe à mémoire de Monseigneur Floribert Songa Songa, il s'est attardé sur les actions de l'illustre disparu tout au long de sa vie qui ont été ponctuées par l'amour pour les brebis du Seigneur et la fidélité à ses promesses de vœux ecclésiastiques. Ordonné prêtre à l'âge de 27 ans, Monseigneur Songa Songa a consacré toute sa vie à Dieu. Il a un témoignage édifiant et éloquent dans l'exercice de ses talents. Un exemple pour la communauté chrétienne, a dit l'officiant du jour. Né à Lukafu, dans les territoires des Kasenga, province du Haut-Katanga, Monseigneur Floribert Songa Songa, évêque émérite de Lubumbashi, a exercé plusieurs fonctions dans l'église catholique du Congo. La Cinco, par les biais de M. l'abbé Cholet, a tenu à lui rendre hommage et à témoigner son assiduité à servir l'église catholique. Plusieurs autorités politiques, ecclésiastiques et membres de familles, amis et proches ont pris part à cette messe de funérailles. Décédé le 31 décembre 2020, Monseigneur Floribert Songa Songa a été inhumé hier à Lubumbashi. Le porte-parole du chef de l'État se souvient. J'ai connu Monseigneur Songa Songa à l'époque il était encore jeune abbé. Ensuite j'ai eu le plaisir de le revoir de nouveau quand il était archevêque de Lubumbashi. En tant que paroissien de la cathédrale, j'ai pu le rencontrer à plusieurs reprises, participer aux célébrations qu'il a effectuées. Et bien plus encore, il m'a fait le plaisir et l'honneur de me recevoir avec mon épouse dans sa résidence en face de la cathédrale. Et ça a été pour moi un très très grand moment. C'est vrai qu'à l'époque, Monseigneur était déjà malade. Plus de recettes pour répondre aux attentes du gouvernement et à la vision sociale du chef de l'État, c'est parmi les recommandations de la 15e réunion des directeurs des douanes qui vient de se clôturer. Cédric Kenina nous en parle. Tout s'est déroulé par visioconférence et les engagements pris seront suivis à la lettre pour permettre au gouvernement de la République d'asseoir la politique sociale du chef de l'État qui met sur un piédestal l'homme congolais et son bien-être. La 15e réunion des directeurs de l'administration douanière a permis de faire les points sur les activités douanières et accisiennes de 2020 et décliner par la suite les stratégies des directions centrales. À la clôture de ces assises, le directeur général intérimaire de la DGDA, Jean-Baptiste Kongolomouchi, a félicité les directeurs centraux et provinciaux pour avoir fait preuve d'innovation et d'efficacité dans le travail, tout en rappelant le contexte dans lequel ce service mobilisateur des recettes fait face, notamment la crise sanitaire, et qui nécessite une aptitude résiliente. En principe, nous devons réaffirmer notre morale quant à la lutte effrénée contre les antivaleurs et la contrebande, mais aussi chercher d'autres mécanismes. Il y a aussi le fait que le président de la République a été élu par ses pairs comme président de l'Union africaine. C'est-à-dire que nous serons obligés d'entrer de plein pied dans la zone de libre-échange continentale africaine. Cela veut dire que la plupart des marchandises qui devraient être taxées pourront ne pas être taxées parce qu'elles proviendront des pays africains. Mais nous avons pu prendre certaines mesures, notamment sur l'évaluation correcte, la définition des règles d'origine, mais aussi nous insistons sur les recettes locales, notamment sur ce qui concerne les droits d'accise. Par ailleurs, pour l'exercice 2020, la douane a pu mobiliser pour les comptes du Trésor public près de 2,016 milliards 169 480 687 centimes francs congolais.
un taux d'exécution de 44,16% contre les assignations de plus de 4 565 milliards 868 millions 327 000 francs congolais. Et pour 2021, les prévisions budgétaires s'élèvent à près de 2 606 milliards 726 millions 552 756 francs congolais. Une trentaine de recommandations égrenées par les secrétariats techniques formulées pour enfin crever les plafonds des assignations. La délégation française au commissariat général de la police nationale congolaise au menu la reprise de la grande coopération entre la police de la RDC et la police française. Reportage. La coopération entre la police nationale et la police française reprend de plus belle. Ce mercredi 6 janvier 2021, cette coopération a été scellée par la visite d'une délégation de la police française rendue au commissaire général de la PNC, le général Baudouin Amouli Baïgoua. Partie congolaise était représentée par le commissaire général et son staff. La partie française était représentée par le général Thierry Marchand, directeur de sécurité et de défense au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et l'ambassadeur de la France en RDC. L'exhibition de ce mercredi portait sur le fonctionnement du fichier criminel, des infractions constatées et auteurs présumés qui est la base des données et un système d'information consistant à regrouper de renseignements auteurs de la commission des faits infractionnels, de victimes, des auteurs présumés d'infractions. Après cet exposé, il s'en est suivi la descente sur terrain, la visite de la salle d'encodage, la visite au commissariat de la police de Gambela pour constater l'effectivité de l'installation du FCACAP dans le commissariat et puis la visite du bureau de la police scientifique. Au cours de cette visite, les deux parties se sont présentées, levé de nouvel an. Suivons à présent ces colloques organisés au Nord Kivu à l'intention des députés provinciaux. Si hier, cela ne pouvait apparaître que comme un simple projet, les quelques députés provinciaux élus du Nord Kivu et les membres du directoire de la Convention de fédéralistes pour la démocratie chrétienne sont finalement passés à l'étape de la concrétisation. Il s'agit de la conception et de la mise en place de stratégies marketing politiques. C'est à travers un colloque de 4 jours en vue de hisser haut l'héritage de fait président Vena Chipas. Dans cette démarche, l'expertise du coach Eugène Kandolo est mise à contribution. La présidente de la COFEDEC, Filia Kaindo, s'est dit optimiste quant aux résultats attendus. Ce colloque a pour objectif de nous reconstruire, de nous former et de nous armer, de mettre en application la ligne de conduite du parti en 2021, de mettre en place nos stratégies de gestion politique, afin de transcrire, comme il le faut, sur les annales du pays, les recommandations de nos populations que nous représentons ici. Elle se félicite par ailleurs du travail abattu par l'actuel staff dirigeant. La COFEDEC, une année après, compte sa fédération de Kinshasa, sa fédération du Sud Ubangi, sa fédération du Nord Kivu, sa fédération du Sud Kivu, de la Chopo et du Haut-Katanga. Et tout ça, c'est un travail d'équipe que tout le monde a accepté de faire. À travers cette mise à niveau des cadres, la COFEDEC espère voir son drapeau flotter dans les 4 coins de la République démocratique du Congo. Voilà quelques nouvelles avant de nous séparer. La Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi, au travers de son président Dr Emani Dioko et au nom de la jeunesse de l'UDPS de l'Union sacrée de la Nation, présente ses meilleurs vœux de longévité, de bonne santé et de sagesse au chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la distinguée Première Dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Au président de l'UDPS, honorable Jean-Marc
Kabound, disais-je, et au secrétaire général Augustin Kabouya, qui ne ménage aucun effort pour accompagner la vision du chef de l'État, à notre maman Kassalou Marthe, symbole de la constance et de la persévérance, au cadre du parti partant des cellules jusqu'au niveau national. Vos sacrifices ne sont pas vains. Aux députés nationaux de l'Union sacrée de la nation qui ont bravé la peur et ont rejoint les camps de la patrie, aux jeunes du plus grand parti de la RDC, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, aux jeunes de l'Union sacrée de la nation et aux jeunes de la RDC dans son ensemble, que cette nouvelle année nous rende plus unis et déterminés à prendre les plus belles élans dans la paix et la justice. C'est signé Dr Emani Djoko, président ad interim de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Et puis nous avons ces communiqués de l'Assemblée nationale, où le bureau d'âge de l'Assemblée nationale, par voie de son président, honorable Mbosso Kodiapwanga Christophe, présente ses condoléances à l'honorable Eve Bazaïba, députée nationale, à toute la famille biologique et politique, à la suite de la disparition inopinée de son mari, le député national Massoudi Kalombo Ben Massoudi, sénateur honoraire Ben Massoudi Kalombo Ben Massoudi, mort survenu ce samedi 2 janvier 2021 à Kinshasa. C'est signé honorable Gaël Boussa Obamboulé.